fichier Jupyter Notebook et je vais changer le nom de ce fichier. Enfin, je vais écrire analyse des données textuelles. Analyse des données textuelles. Donc, je vais créer plusieurs cellules. Voilà. Dans la première cellule, je vais mettre Markdown. Je vais changer la nature de la cellule vers Markdown et j'écris analyse des données textuelles à l'aide des algorithmes issus du data mining. D'accord? Puis, bon, je vais écrire séance synchrone, c'est-à-dire la séance de tout à l'heure, puis séance asynchrone. Alors, dans la séance asynchrone, application de la classification pour prédire voilà, l'avis d'un client. OK? Et en séance asynchrone, c'est application des règles d'association dans le domaine de e-commerce et j'aimerais plutôt écrire, c'est-à-dire en retail business. Voilà, en retail business, vente en détail, retail business. Voilà, donc voilà en fait le thème d'aujourd'hui. B. Alors, par rapport à l'application de la classification pour prédire l'avis d'un client, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je vous demande d'ouvrir le fichier envoyé, qui se trouve dans votre boîte mail, qui s'intitule Restaurant Reviews. Bon, je vais utiliser un éditeur de TextLite, Restaurant Reviews. Toi, en fait, toi, tu peux utiliser soit par exemple, Notepad, OK, ou Notepad++, ou bien Bloc-Notes pour ouvrir ce fichier, histoire de regarder la structure interne du fichier, OK. Bon, donc comment j'utilise moi ici un éditeur de TextLite, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, on trouve du texte. Voilà, c'est un peu bizarre pour vous, hein. On va trouver vraiment du texte. C'est-à-dire, on ne va pas vraiment trouver des colonnes, hein, des colonnes. Donc, il y a une colonne qui s'intitule Review, d'accord? Review. Et dans cette colonne, on trouve des commentaires. Des commentaires. C'est quoi ces commentaires? Est-ce qu'il s'agit d'une loi? Est-ce qu'il s'agit des commentaires, par exemple, législatifs, ou bien venant d'un cabinet d'un avocat? Bien, bon, on va lire ensemble. Le premier commentaire, wow, love this place. Par exemple, le commentaire numéro 3. Enfin, ici, j'ai 4. Hein. Enfin, on commence à partir de 2. Not tasty, and the texture was just nasty. Enfin, en fait, quand on lit ici, stopped by during the late May bank holiday of Rick Steve recommendation and love it. En fait, on comprend qu'il s'agit des commentaires laissés par des clients, en fait, qui ont côtoyé un restaurant, d'accord? Et puis, on va aller regarder la deuxième colonne. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? La deuxième colonne s'intitule Liked, OK? Liked. Attendez, je vous montre. Voilà, Liked. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, le client, il a aimé le service du restaurant. Donc, on peut voir ça sur sa recommandation ou bien sur son commentaire. Wow, love this place.
Enfin, on comprend bien que le sentiment ici est positif. Donc, c'est 1. Et puis, on va trouver, par exemple, 0 ici. Ici, 0. Now, I am getting angry and I want my diamond phone. Enfin, il est vraiment éduqué, ce client. Donc, on voit que l'état ici, c'est 0. Ça veut dire que le client n'a pas aimé du tout le restaurant. Eh bien, on continue à avoir des 1 et des 0. Des 1 et des 0. Voilà donc la structure du premier fichier. Ça, c'est par rapport à la structure du premier fichier envoyé. Maintenant, si je vous montre, par exemple, ce fichier, data store, store, data CSV. Il n'y a pas de structure. Hein. Il n'y a pas de structure ici. Ici, nous avons des transactions, burgers, meatballs, eggs, turkey, avocado, low fat, yaourt, et ainsi de suite, hein, pasta. Enfin, d'après vous, il s'agit de quoi ici? Enfin, tout d'abord, les données sont de type textuel, ce sont des données textuelles. Par contre, ce sont des transactions, ce sont des paniers. On trouve ici, chaque ligne représente une transaction, représente un panier, par exemple, HRU, d'un client, d'un supermarché. Bon, on va essayer d'aller chercher, par exemple, la variable cible, comme on a l'habitude de faire. Ben, malheureusement, il n'y a pas de variable cible ici. Voilà. Donc, en fait, même on se pose la question, est-ce que ces données sont structurées? Non, ces données ne sont pas structurées. On ne peut pas utiliser, par exemple, du SQL pour traiter, par exemple, ce fichier, store data. Ce fichier se trouve aussi dans votre boîte email. Bon, le fichier restaurant reviews, c'est un fichier qui contient une variable cible, une target variable, liked, 1 ou 0. Le fichier store data ne contient pas de variable cible. Donc, on est en train de distinguer entre deux types d'apprentissage. Un apprentissage supervisé et un apprentissage non supervisé. Voilà. Juste histoire pourquoi j'ai voulu faire cette comparaison aujourd'hui, pour vous dire que en web mining, c'est-à-dire quand toi tu vas aller sur Internet et tu commences à faire du scrapping, tu vas récupérer des données à partir d'Internet. Eh ben, tu vas récupérer beaucoup de données textuelles, beaucoup de commentaires. Tu vas récupérer du texte. Eh ben, parfois, tu vas finir par des données non structurées où il est très difficile d'avoir une variable cible. Eh ben, comment on va étudier ces données non structurées? En fait, à l'aide de l'apprentissage non supervisé. Entre autres, les règles d'association font partie de l'apprentissage non supervisé. Bon, ça sera l'objectif de la science asynchrone. Maintenant, quand toi, tu connais la variable cible par rapport à ces commentaires, par rapport à ce texte, on appelle ça bien sûr apprentissage supervisé et on peut analyser ces données textuelles. OK. Donc, je vais commencer alors par la classification. On va commencer par charger les bibliothèques d'analyse. Donc, je viens ici, j'écris. J'ai activé un truc là. OK, voilà. Allez, commentaire. Stop it. Quand j'appuie sur Alt général, il me déclenche en fait un processus. Attends, je répète ça. OK. Bon, je viens ici. On va charger les. Ah oui, mon clavier s'est basculé vers QWERTY, quoi. Bon, je reviens à Azerty. Bon, est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, ça fonctionne. Allez, B. Donc, chargement des modules d'analyse. Donc, on va
écrire cette commande magique matplotlib inline, puis on va charger NumPy, donc import NumPy as MP. On va charger pandas, import pandas as PD, puis on va charger matplotlib et le sous-module pyplot as PLT. Bon, afin d'accélérer, disons, le processus d'apprentissage, vous allez trouver avec l'email, ce mail matinal, vous allez trouver en fait le code. Voilà, vous pouvez donc utiliser ce code. Hein, ça s'appelle code NLP. Mais j'aimerais plutôt que vous suivez avec moi. C'est mieux, vous allez comprendre mieux. D'accord, donc nous avons chargé les bibliothèques de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va charger les données. Donc, chargement des données. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, les données sont textuelles. Donc, df dataframe égale à pd.read. Puis, on va utiliser quelle méthode dans Pandas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser CSV? Est-ce qu'on va utiliser Excel? Est-ce qu'on va utiliser Table? Bon, je vais quand même revenir à mon fichier. Donc, moi, Restaurant Review, mon fichier finit par .tsv. Techniquement, CSV, c'est Comma Separator Value, c'est-à-dire il y a une virgule comme séparateur. OK. Par contre, ici, dites-moi, c'est quoi le séparateur? C'est quoi le séparateur ici? Dans notre cas, c'est une tabulation. En fait, c'est une table. Oui, Mounir, oui, Siri, merci. Ce sont en fait deux tables, très bien. Ce sont des tabulations. Donc, le fichier, c'est TSV. OK? Alors, on va utiliser Table. D'accord? On va utiliser Table. Enfin, c'est une méthode qui permet de charger des fichiers, par exemple, .date, .data ou bien .tsv. Bon, je vais exécuter cette commande et je vais aller regarder le code, mon data frame, et voilà, on réussit de charger les données. Bon, quand même, je vous envoie ça. CTRL-C. Voilà, TSV. OK. Bon, je vais quand même vous donner une deuxième technique pour charger les données avec read-CSV cette fois. Bon, imaginez, si toi tu vas faire cette erreur, hein, tu vas utiliser read-CSV, puis tu ne vas pas spécifier, imagine si toi tu ne vas pas spécifier de séparateur. Que se passera-t-il? Regarde, donc tout d'abord tu vas obtenir un message d'erreur. OK? Si toi, tu utilises read-CSV sans spécifier le séparateur, tu vas finir par un message d'erreur. À cet égard, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va lui spécifier le séparateur. Et ben, le séparateur, c'est anti/t. Qu'est-ce que ça veut dire anti/t? Anti/t, c'est pour dire table. Okay? En fait, anti/n, c'est retour à la ligne. Anti/t, anti/s. Anti/s, c'est pour espace. De guillemets, virgule, point virgule, ça veut dire le séparateur c'est une virgule ou un point virgule. Anti/s+, c'est pour dire que le séparateur contient plusieurs espaces. Donc anti/t c'est pour table, c'est pour table. Voilà, donc nous avons réussi comme ça à charger les données. Bon, il reste juste une autre option qui s'appelle coding, OK? En fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire coding? Donc, quand je fais pd read csv help, donc l'option coding permet de
de spécifier, est-ce que le quoting, c'est tout simplement deux apostrophes. Par exemple, là, je vais écrire en fait une chaîne de caractères. Par exemple, je vais, voilà, ou bien laissez-moi écrire une chaîne de caractères sans apostrophe. Donc, je suis, par exemple, je suis content. Je suis content. Et bien, je suis content, ici, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Laissez-moi maintenant écrire une chaîne de caractères avec un apostrophe. Donc, j'écris, je vais à l'école. Je vais à l'école. Figurez-vous que maintenant, ça ne marche pas. C'est quoi la solution? La solution, je vais utiliser des double cuts, des guillemets. OK? Donc maintenant, quand j'écris « je vais à l'école », eh ben, j'arrive quand même à interpréter « je vais à l'école » comme un string, une chaîne de caractères. OK? En Python, bien sûr. Eh ben, il existe les triple guillemets, triple quotes. Eh ben, triple quote aussi permet d'interpréter « je vais à l'école » comme du texte. Eh ben, ici, quand toi, attention, quand toi, tu vas charger des données textuelles, donc dans Pandas, on trouve une option quoting, donc tu spécifies le nombre de guillemets. Est-ce que c'est 1, 2 ou 3? D'accord? Donc, quand toi, tu vas mettre 3, eh ben, tu es sûr que c'est correct. C'est-à-dire même si à l'intérieur de la chaîne de caractères, on va trouver déjà des guillemets, par exemple, je vais à l'école qui s'intitule par exemple Élite. On va appeler cette école Élite. Ben, ça marche quand même. C'est clair? C'est clair. Voilà pourquoi dans le code, vous allez trouver PD read CSV, separator égale à anti/t pour tab et quoting égale à 3. Bref. Donc, finalement, tu utilises read table, ou bien tu utilises read CSV, bien sûr, en réglant les options correctement, tu finis par charger les données. Voilà. Bon, je vous envoie le code, la ligne de code. Allez-y maintenant. On va commencer donc notre analyse. Nous avons une colonne contenant des phrases, du texte, et une colonne contenant une variable cible, 1 ou 0, 1 ou 0. La variable cible est une variable discrète. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Classification, bien régression, bien évidemment, on va utiliser de la classification. Mais avant de passer à la modélisation, n'oubliez pas la méthodologie et bien master plan, il faut préparer les données. Donc, je vais vous donner les différentes étapes utilisées pour préparer des données textuelles. Donc, je viens ici à cette cellule, au lieu de code, je vais mettre Markdown et je vais mentionner avant la modélisation, il faut commencer par préparer la préparation des données textuelles. Voilà. Donc, quelles sont ces étapes? Eh bien, on trouve à peu près, je dirais, 5 étapes. Allez, on va trouver 5 étapes. Donc, je viens ici, j'écris étape 1. Je vais copier-coller tout ça plusieurs fois. 2, 3, 4 et 5. OK. Donc, dans la première étape, qu'est-ce qu'on va faire? Notre fichier de données est structuré selon des lignes. Chaque ligne contient un commentaire, contient une phrase, contient du texte. Donc, on va appliquer ces étapes ligne par ligne. Dans l'étape numéro 1, on va utilisation des expressions régulières. Oui, expressions régulières. Vous appelez ça regex. Regular expression.
On va utiliser les techniques venant des expressions régulières, utilisation des expressions régulières pour supprimer les ponctuations. C'est-à-dire, on va supprimer tout ce qui est 3 points, enfin, les points d'exclamation, par exemple, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les 3 points, les hashtags, par exemple, les hashtags. On va supprimer tout ça. N'oubliez pas, quand toi, tu vas travailler sur des tweets téléchargés à partir de Twitter, enfin, avec un module qui s'appelle TUPY, TUWEEPY, TUPY, permet de charger des tweets à partir de Twitter. Tu vas finir par plein des hashtags et des arrobas. Donc, il faut supprimer toutes ces ponctuations. Donc, comment on fait pour supprimer ces ponctuations? On va utiliser les techniques venant des expressions régulières, regex. Juste, je vous rappelle, le module qui permet de faire ça en Python, ça s'appelle RE, Regular Expression, utilisation des expressions régulières pour supprimer les ponctuations. Avec le module, entre autres, on va utiliser le module RE. Dans la deuxième étape, on va transformer le texte vers des caractères minuscules. C'est-à-dire, on va transformer tous les caractères majuscules en caractères minuscules. Maintenant, troisième étape. Donc, division. En anglais, plutôt splitting de la phrase en entité. Maintenant, je vous demande, comment je te donne une phrase? Quelles sont les entités d'une phrase? Comment on peut décomposer une phrase? Je vais à l'école. Enfin, il y en a des gens qui vont dire, tiens, une phrase est composée par un ensemble de lettres. Je vais à l'école, donc J, E, un espace, V, A, I, S, et ainsi de suite. Il y a d'autres gens qui vont dire non, une phrase est constituée par des mots. Je, le prénom je, puis V, le verbe V, à l'école. Voilà. Et l'apostrophe puis école. Donc nous, on va plutôt considérer une phrase comme un ensemble de mots. Donc c'est une étape très importante. Hein. On va faire le splitting. Une fois on fait ça, puis on va suppression des stop words. Il y a des mots qui se répètent tout le temps, donc on va les supprimer. Suppression des stop words. Et là, on va utiliser à l'aide du module NLP. NLTK. S'il vous plaît, je vous demande d'aller ouvrir un terminal, d'accord, et d'installer donc pip install NLTK. C'est-à-dire si toi tu ne disposes pas encore du module NLTK, NL c'est pour Natural Language. TK, je pense, c'est pour tokenization ou bien tokenizer. Donc, essayez déjà, profitez à partir de maintenant, enfin, on va gagner un peu de temps, et installez-moi ce module sur vos PC. Ouvrez un terminal sur Jupyter et écrivez pip install NLTK. Bon. Pip install NLTK. Donc, on va supprimer les stop words avec ce module. Puis, dans l'étape numéro 5, on va dire construction d'un corpus. On va construire un corpus, c'est-à-dire du texte nettoyé. Qu'est-ce que ça veut dire un corpus?
Corpus, c'est une base de données textuelle construite à la base du texte récupéré à partir d'Internet, à partir de Twitter, à partir de n'importe quelle source, mais nettoyée. Hein. Le corpus, c'est une base textuelle où les données sont nettoyées. Voilà. Voilà donc les 5 étapes. Donc, dans la préparation des données. Donc, une fois on finit avec ces 5 étapes, on va passer à l'encodage des mots, et puis on va passer à la modélisation. Bon, laissez-moi quand même ajouter étape numéro 5, étape 6, on va dire encodage numérique du corpus textuel. Je vais vous montrer comment on peut encoder vraiment du texte. Enfin, je vous ai montré comment on encode des variables qualitatives, mais cette fois-ci, on va encoder du texte. Bon, quand même, je vous envoie ces phrases. Ok, Enti. Oui, Mounir, démo, oui, merci. Oui, je suis démo, oui. Donc voilà, donc Enti, par rapport à ces phrases, Manel Bouaziz, elle m'a dit, je n'ai pas compris comment ça marche. En fait, attends, Manel, on va appliquer tout ça maintenant. Hein, on va appliquer tout ça. Allez, on va commencer. Regardez ce qu'on va faire. Tout d'abord, chargez-moi, donc chargement, les modules spécifiques au text mining. Alors, import, re. On va charger le module regular expression. Puis, import NLTK. Voilà. Manel, je vais te répondre dans quelques minutes hein, par rapport à l'étape 5. Ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc, ok, moi j'ai déjà regular expression et j'ai installé NLTK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger. Bien, ok, on va faire ça après. On va commencer par la première étape. Bon, on va appliquer cette étape sur. On va choisir une ligne. Je prends mon fichier. Voilà, je vous envoie quand même le code. Donc, je prends mon fichier. On va choisir du texte. Bon, finalement, écoutez, peut-être on va travailler. Ok, on va travailler avec le premier commentaire. Wow, love this place. D'accord? On va travailler avec cette phrase. Ok? Alors, comment on va faire pour récupérer cette phrase? C'est facile. Je fais df.iloc. Ok, je veux la première ligne, donc 0. Puis, je veux la première colonne, donc 0. Ok, donc j'obtiens wow, love this place. Wow, love this place. On peut faire ça. On peut aussi faire df values. Donc j'obtiens un tableau NumPy. J'ai la structure de ce tableau, 1000 lignes de colonnes. Donc je fais 0 pour première ligne, 0 pour première colonne, et j'obtiens wow, love this place. Enfin, tu travailles avec la première technique ou la deuxième technique, hein, c'est pareil pour moi, ça ne me dérange pas. Donc, CTRL-C. CTRL-V. Allez, donc, on va dire phrase df.values 0,0 et je vous affiche la phrase. OK. Maintenant, nous avons une phrase brute.
C'est des données brutes qui ne sont pas traitées. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il existe en fait des lettres majuscules. W ici, de wow. Loved, aussi en majuscule. Nous avons 3 points de suspension. Nous avons ici un point. OK? Donc, on va commencer à nettoyer cette phrase. Après, toi, par exemple, si tu vas travailler sur Twitter, tu vas trouver @RT. Par exemple, si je prends un tweet de Trump, tu vas trouver Trump, tu vas trouver peut-être, je ne sais pas moi, par exemple, oil, price, drop, et tu vas trouver plein de gros mots, hein, je ne sais pas moi, ok? Et bien, toi, tu commences à nettoyer. Attention ici, dans les tweets, le @RT, ce n'est pas Russia Today, hein, ce n'est pas Russia Liao. En fait, c'est retweet. Ça veut dire que le tweet a été retweeté. Eh bien, il faut nettoyer les tweets. À l'aide de ces 5 étapes, je vais vous montrer comment on va nettoyer des données textuelles. Donc, j'applique la première étape. C'est quoi la première étape? Je vous relis. La première étape, c'est utilisation des techniques issues des expressions régulières pour supprimer les ponctuations. Nickel. Alors, notre module qui permet de traiter des expressions régulières, ça s'appelle RE. Donc, je fais RE.sub. RE.sub, c'est toi qui veux savoir les fonctionnalités de sub, tu fais point d'interrogation, puis tu vas aller lire le help, ok? Sinon, on va travailler directement. Donc, sub, et à l'intérieur du sub, on va commencer par le pattern. Alors, je mets 2 crochets, je mets l'exposant, et je lui dis de A à Z, puis A majuscule à Z majuscule. Virgule, je mets un espace entre 2 apostrophes, hein, ou bien entre 2 guillemets, peu importe. Puis, je mets la phrase. Bon, je vais vous expliquer. En effet, bon, quand j'exécute, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez l'état de la phrase initialement. Maintenant, regardez-moi l'état de la phrase. En fait, j'ai réussi à remplacer les 3 points et le point, c'est-à-dire les caractères de ponctuation, par des espaces. Attention, hein, les étudiants ici, parfois, ils font une erreur, ils ne laissent pas un espace. Non, entre ces 2 guillemets, il faut laisser d'espace. Donc, quand toi, tu laisses un espace, ici un espace, donc la méthode sub du module expression régulière, permet de remplacer tous les caractères autres que les caractères alphabétiques de A à Z minuscule et de A à Z majuscule par des espaces. D'accord? C'est bon. Écoutez, n'ayez pas honte, hein, c'est-à-dire ne soyez pas timide. Si vous avez des questions, interrompez-moi, hein, aucun souci. Donc là, on vient de finir l'étape numéro 1. Donc avec, bien sûr, le module expression régulière contient plein de méthodes, hein, plein de méthodes qui opèrent sur les chaînes de caractères. Donc, je vais envoyer donc le résultat de ce remplacement à phrase. Voilà, donc maintenant, désormais, ma phrase est nettoyée. Enfin, ne contient plus de 3 points et ne contient pas ce point. OK, je vous envoie ça. D'accord, je continue. La deuxième étape, on va transformer le texte vers des caractères minuscules. C'est-à-dire, on va supprimer les caractères majuscules. Maintenant, on va revenir en fait à Python classique. N'oubliez pas que
la phrase, la structure phrase ici dans notre code, eh ben, c'est une chaîne de caractères. C'est une structure de données assez connue en Python. Hein, toi, tu peux faire type, type phrase, tu obtiens un string, ou bien si tu fais print, type phrase, eh ben, tu vas obtenir une classe. Et oui, phrase, en fait, est une instance de la classe string, car en Python, attention, en Python, tout est objet. Python est basé sur la programmation orientée objet, sur ce paradigme. Alors, puisque phrase est un objet, est une instance de la classe string, alors forcément, phrase contient des méthodes qui opèrent sur cet objet. Donc, toi, tu mets phrase.tab. Bon, je répète pour avoir des couleurs. Voilà, phrase.tab, autocompletion tab. Et ben, tu vas obtenir toutes les méthodes qui opèrent sur des chaînes de caractères. OK, center, count, encode, et ainsi de suite. Et ben, nous, on va utiliser lower. Voilà, lower. Regardez, s'il vous plaît, l'état de la phrase avant. Il y avait W majuscule et lower majuscule. Maintenant, nous avons W minuscule et L minuscule. C'est clair? Voilà la deuxième étape. Transformer les caractères majuscules vers des caractères minuscules. Maintenant, si je regarde ma phrase, eh ben, j'obtiens l'ancienne phrase. À cet égard, qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer le résultat vers phrase. OK. Bim. Voilà. Phrase, W minuscule et L minuscule. Et je vous invite vraiment à regarder les différentes fonctionnalités des strings en Python. Vraiment, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire, toi, si tu veux apprendre Python, tu prends ces méthodes, méthode par méthode, et par exemple, tu mets un point d'interrogation et tu regardes que fait cette méthode. Et bien, par exemple, cette méthode permet de retourner une chaîne de caractères avec un premier caractère en majuscule, une première lettre majuscule. OK. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Donc, l'étape numéro 3, le but de cette étape, c'est de diviser la phrase, bon, j'ai mis phase, moi, donc de diviser la phrase en entités. Ben, comment on va faire ça? En fait, on va utiliser une autre méthode qui opère sur les chaînes de caractères qui s'appelle split. Voilà, split. Donc, quand j'applique split sur cette phrase, on va diviser, split permet de diviser la phrase selon, par défaut, selon des espaces en mots. Donc, j'obtiens une liste. Je vous rappelle quand même la phrase. Regardez, c'est une chaîne de caractères. Wow, love displays. Voilà, un seul bloc. Je mets phrase.split, je passe à wow, loved displays. Enfin, des mots. OK? Bien évidemment, hein, si je spécifie, par exemple, un autre caractère de splitting, par exemple, je peux spécifier un mot. Hein. Je peux lui dire, allez, divise-moi selon le verbe loved. Vous avez vu? Donc, j'ai divisé la phrase en deux ici. On peut spécifier un caractère, D, par exemple. Donc, j'ai divisé la phrase en deux. Si on ne met rien, ça veut dire que la division s'effectue espace par espace. C'est clair? Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est l'étape splitting de la phrase. Donc, on transforme la phrase en une liste d'entités. Et nous avons choisi mot comme entité. Mot comme entité. Phrase égale à split. Phrase égale à split. Maintenant, attention, si je fais print, type, phrase, j'obtiens une liste. Ah, attention, phrase, c'est plus un string, c'est plus une chaîne de caractères, c'est plutôt une liste. B. Maintenant, je passe à l'étape numéro 4, et ben, suppression des stop words à l'aide du module NLTK. B. Alors, suppression
suppression des stop words à l'aide du module NLTK. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on doit NLTK download, on doit charger ces fameux stop words. Donc, je peux utiliser deux apostrophes et je peux utiliser double guillemets. Hein. Donc, je viens ici, j'écris stop words. NLTK.download stop words. Shift entrée. On attend un peu. C'est bon, on est connecté sur Internet. Et bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient downloading package stop words to mon répertoire. OK. Puis, package stop words is already up to date. True. Ça veut dire que tu as réussi à charger les stop words. Bon, là, tu as raison, tu vas me demander qu'est-ce que ça veut dire stop words. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire stop words. Donc, je vais faire from nltk.corpus, je vais charger la fonction stop words. Stop words, bon, j'exécute, puis stop words, .words, à la fin S, et puis je choisis par exemple les mots en anglais. Voilà. Donc j'obtiens ces stop words. En fait, on voit bien qu'ici l'affichage n'est pas vraiment bon, puisqu'il m'affiche avec retour systématique à la ligne. Alors j'utilise plutôt print. Voilà. Regardez les stop words en anglais. I, me, my, myself, we, our, ours, ourselves, et ainsi de suite. En fait, ce sont des mots qui se répètent tout le temps. D'accord? Voilà. Et bien, chaque langue dispose de ses stop words. Et bien sûr, aujourd'hui, on va travailler en anglais, mais imagine si toi, tu es en train de faire du web mining en français. Donc, tu seras obligé d'utiliser les stop words en français. Regardez les stop words en français. Au, avec, ce, c'est, dans, mais, votre, que, pour, pas, enfin, que l'on, eu, hein, étant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce sont des stop words. Et ben, les stop words ici se trouvent dans une liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu peux enrichir l'ensemble des stop words. C'est une liste, tu fais append et tu peux enrichir, tu peux ajouter ta sauce à toi. Bon, allez, on va regarder. Est-ce qu'il y a des stop words en arabe? Arabique. Oui, bien évidemment. إذن, إذا ما, إذن, اللذين, اللذين, اللواتي, إليك, إليكما, ذلك, ذلك, شتانا, عد, عسى. Donc, oui, en arabe aussi, nous avons des stop words. Donc, ça veut dire que toi, il ne faut pas, enfin, si tu veux, par exemple, analyser des données chinoises ou bien des données coréennes, des données espagnoles, quand même, tu seras, enfin, un autre jour, tu seras data scientist. Tu n'auras pas vraiment le besoin vraiment d'apprendre toutes ces langues. Et ben, juste utilise le module NLTK. Et ce module permet de comprendre la langue arabe, la langue française, la langue chinoise, la langue anglaise, et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, nous, on va travailler plutôt avec des stop words en anglais. D'accord? Mais attention, hein, il faut tout d'abord charger les stop words. Donc, il faut se connecter sur Internet, download stop words. Et deuxième chose, il faut charger la fonction stop words pour que ça fonctionne. Bon, je vous envoie le code. OK, je continue. Donc, c'était quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'était suppression des stop words à l'aide du module NLTK. Regardez comment on va faire. En fait, on va écrire une boucle for. N'oubliez pas que phrase, c'est une liste. Donc, qui dit liste en Python dit un objet itérable. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire un objet itérable? Je peux appliquer une boucle for sur ces éléments. Attention, hein, c'est une boucle for qui n'opère pas sur les indices. Hein, ce n'est pas for i in range.
C'est pas for i égale 0, point virgule, i inférieur strictement à n, point virgule i plus plus. On n'est pas en C++ là. C'est une boucle for qui vous rappelle PHP, qui vous rappelle for each. Je sais pas, forcément vous avez travaillé avec PHP, donc c'est for each. Hein. For x in phrase print x. Phrase, c'est un objet itérable. C'est un objet itérable. Allez-y, regardez ce que je vais faire. Je viens ici, je vais créer une liste vide. Je vais créer une liste vide. Voilà, L égale à 2 crochets. Puis, je viens ici, j'écris L.append. Et qu'est-ce que je vais ajouter à chaque fois? Donc, L.append, je lui dis if x, not in set stopwords point words English. Enfin, c'est le code est assez technique. Donc, je mets 2 points. Bon, ici, puisque j'ai mis le 2 points, je dois respecter l'indentation. Je dois respecter l'indentation. Bon. Puis, L.append x. Voilà. Bon, autrement, je vous explique le code. Je vais parcourir l'objet itérable phrase. C'est une liste qui contient ici 4 mots. Après, toi, tu peux finir avec une liste de 100 mots, hein, de 100 éléments. Mot par mot. Wow, loved, this, place, mot par mot. Hein. Je peux vous afficher les mots. Hein. Je fais print x. Je peux aussi vous afficher les mots retenus. Puis, on va dire, si le mot, on va vérifier, si le mot ne se trouve pas dans la liste des stopwords, donc stopwords.words, donc la liste des stopwords se trouve ici, hein, donc stopwords.words English. Sauf que, pourquoi moi j'ai mis 7? En fait, 7, c'est une structure de données en Python, c'est-à-dire ensemble en français, qui permet de supprimer les répétitions. D'accord? Donc, en gros, si le mot ne figure pas parmi l'ensemble des stopwords, eh ben, ajoute-moi le mot à L. Bon, je vais exécuter avec des prints. Regardez. Donc, lui, il a parcouru toute la phrase. Wow, loved, this, place. Et puis, il a retenu. Wow, ce n'est pas un stopword. Loved, il ne s'agit pas non plus d'un stopword. Et puis, place, par contre, il n'a pas retenu this. OK, this. Enfin, je vous montre L. Regardez, donc L, c'est une liste, c'est une deuxième liste comme phrase, mais qui ne contient pas un stopword this. C'est clair? Vous avez compris? Mais je vous envoie ce code. Hein. Ce code ne se trouve pas dans le fichier initial, hein, envoyé ce matin. Je suis en train de vous expliquer tout ça. Voilà, c'est une boucle for. Maintenant, rapidement, bon, je vais supprimer les prints, hein, car ça prenne de la place. C'est bien toujours d'utiliser des prints pour afficher et pour vérifier son code. Je vous explique 7. Donc, 7, enfin, laissez-moi ici, par exemple, créer une liste qui contient X, qui contient X, qui contient X, qui contient Y, qui contient Y, qui contient A. Puis je vais répéter A peut-être 5 fois. Voilà. Donc, LL, c'est une liste contenant 3X, 2Y, 5A. J'applique 7 sur LL, je finis par un ensemble unique. Donc, GA, X, Y. Et cerise sur le gâteau,
En fait, on dit de la cerise sur le gâteau, car cerise, c'est un nom assez féminin. Donc, sinon, l'expression en français, c'est cerise sur le gâteau. Donc, cerise sur le gâteau, en fait, ces objets-là sont ordonnés. Sont ordonnés à l'ordre, avec souvent un ordre alphabétique. A, X, Y. C'est clair? J'espère que vous avez compris l'utilité de 7. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Car vous allez utiliser 7 cet après-midi pendant la séance asynchrone, dans la partie règles d'association. D'accord? B. Bon, donc quand même, je vais supprimer ça, car ce code n'est pas vraiment utile pour nous. Donc 7, c'est bon. Finalement, nous avons L. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on doit ramener chaque mot à sa racine. Donc, je viens ici, j'écris. Voilà, envoyer chaque mot, ou bien chaque entité, c'est-à-dire mot, à sa racine. À cet égard, je vais utiliser Porter Steamer. Donc, je lui dis from nltk.stem.porter import Porter Steamer. Voilà. On va utiliser cette classe. On va l'instancier. Enfin, techniquement, P est majuscule. Donc, on va l'instancier. Voilà. Donc, PS minuscule égale à Porter Steamer. Et dans Porter Steamer, je fais quoi? Je fais stem word. Ce stem permet, cette fonction permet par exemple, si je prends par exemple loved, je passe à love. C'est quoi la racine de loved? C'est love. Si je mets loving, imaginez, loving. Si je mets loving, je reviens à love. Imaginez si je mets going, si je finis par going. Going, c'est go. Et on va vérifier avec gone. Bon, il n'a pas compris gone. Bon, si je mets want. Bon, il n'a pas compris. Donc, cette fonction stem de la classe Porter Steamer permet de ramener à chaque mot vraiment à sa racine. Enfin, moi, j'aurais dû faire ça ici, c'est-à-dire à l'intérieur de la boucle, car je dois exécuter ça mot par mot. Bon, c'est pas grave. Regardez ce que je vais faire. En fait, je vais plutôt créer une autre liste vide, d'accord? Et je boucle sur la liste LL, ok? Je lui dis LL append ps.stem de x. Voilà. Et comme ça, on remarque en fait que ma liste maintenant ne contient plus le mot loved, mais contient love. Voilà. Oui, Manel. 7 permet de supprimer les redondances. Oui, justement ça. Toi, tu peux supprimer les redondances avec la méthode unique. Il y a une méthode qui s'appelle unique dans Pandas. Il existe une méthode qui s'appelle unique dans Pandas, c'est-à-dire avec un data frame. Enfin, tout est expliqué dans les vidéos de l'après-midi, par rapport à unique et 7. Ok, je continue. Maintenant, je continue. Bon, je vous rappelle quand même l'état initial, l'état initial de notre phrase. Regardez, df.values. La phrase c'était wow, 3 points, espace, loved, L majuscule, displace avec un point. Maintenant, on est en train de travailler comme ça. On a fini par wow, love, place, 3 mots. On appelle ça un nettoyage. D'accord? On vient de loin quand même. On vient d'une phrase quand même assez compliquée. OK. Je reviens maintenant en fait à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est construction d'un corpus. Bon, dans l'étape numéro 4, qu'est-ce que j'ai oublié? Suppression du stop words du module NLTK et
et racine. Ah, ça s'appelle tokenisation. Laissez-moi écrire tokenisation. Et bon. Enfin, j'ai oublié cette partie de l'étape 4, tokenisation. L'étape de tokenisation. Bon, dans l'étape numéro 5, on va construire le corpus. Et là, je vais répondre à la question posée tout à l'heure. Eh bien, comment tu fais, toi, pour revenir, pour fabriquer un corpus? En fait, toi, tu disposes d'une liste qui contient des entités séparées. Tu viens ici, tu utilises la fonction join, LL. Eh bien, regardez. Avec cette ligne de code, j'ai réussi à connecter mes différents mots. Maintenant, j'ai plus une liste. Plutôt, j'ai une phrase. Enfin, j'ai un corpus. Voilà, avec deux guillemets. Et entre les deux guillemets, il faut mettre un espace. Hein. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, on va vraiment déplacer le sens de la phrase. Attention, il faut venir ici et mettre un espace. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire un corpus. OK. Donc, join LL. Bon, ça, c'est un corpus. De guillemets avec un espace point join LL. Très bien. Alors, donc, je viens ici, j'écris phrase clean ou bien phrase propre, join LL, et voilà, on obtient notre produit presque final. Hein, et je vous compare ça avec df values 0,0. Regardez l'état initial. Wow, love, 3 points, love displace. Maintenant, wow, love place. Bon, maintenant, nous avons fini la partie préparation des données textuelles. Donc, nous avons vraiment un corpus, hein, une phrase nettoyée. Bien sûr, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut boucler sur toute la base des données. Donc, toutes ces commandes que je viens de vous montrer, on va les mettre dans une boucle for. Et bien, au lieu de mettre 0, 0, on va mettre ici I pour dire la ligne numéro 0, la ligne numéro 1, la numéro 2, la ligne numéro 100, la ligne numéro 3000. D'accord? Par contre, on va garder 0 puisque c'est la première colonne. On va boucler tout ça. Bon, une fois on fabrique notre corpus, bien sûr, nos algorithmes de classification, malheureusement, ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire wow, love, place. À cet égard, on est obligé d'encoder ces mots. D'accord? Bon, il existe plusieurs techniques. One hot encoding, oui, aussi avec des données textuelles. On appelle ça word to vect. C'est-à-dire, à partir d'un mot, je passe à un vecteur. Je transforme un mot en un vecteur numérique. Il existe la méthode TF, EDF. Il existe aussi d'autres techniques poussées avec BERT, avec du deep learning. Nous, pour l'instant, on va utiliser la méthode la plus facile. Bon, je vais profiter puisqu'ici, j'ai un fichier presque Excel. Donc, regardez, j'ai 3 mots. On va compter le nombre de mots. Wow, love, place. Donc, au lieu d'avoir wow, love, place, on va transformer cette phrase en 3 colonnes. Une colonne, love, pour chaque mot. Place. Une colonne pour chaque mot. B. Allez, est-ce que cette phrase contient le mot wow? Oui, je mets 1. Est-ce que contient le mot love? Oui, je mets 1. Est-ce que ça contient le mot place? Oui, je mets 1. Maintenant, je vais prendre une autre phrase. Hein. J'écris par exemple, j'écris, je suis
Bon, allez, en anglais. He's in love. Par exemple, hein, in love. Bon, j'utilise le mot love. Hein. Et bien, j'ai 4 mots. Donc, je dois ajouter encore 4 mots. He is in. Voilà, in. Allez, est-ce que la deuxième phrase, he is in love, contient, wow, non, donc je mets 0. Contient place, non, je mets 0. Contient in, oui, je mets 1. Contient he, je mets 1. Et contient i, je mets 1. Et pour la première phrase, je viens ici, je vais mettre 0. Ici, pour he, je mets 0. Et pour in, je vais mettre 0. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, une phrase se transforme en un vecteur. On appelle ça word to vect. C'est une technique d'encodage des données textuelles. Bon, j'espère que j'étais clair. Allez, bon, par rapport à cet encodage, on va pas le faire, bien sûr, pour une seule phrase, mais il faut l'appliquer vraiment pour toutes les phrases. Donc, je vais aller ici, je fais gedit code NLP. Je vais charger le code envoyé ce matin qui se trouve dans vos boîtes email. Et je viens ici, je vais copier, utiliser ce bout de code qui commence à partir de corpus. Donc, toi, tu peux faire ça sur... enfin, on n'a pas le temps de tout écrire. Vous avez compris le principe. Donc, maintenant, on va juste appliquer. Donc, on va faire copier tout ça. On va envoyer ça ici. D'accord? Ici, en fait, on utilise les pouvoirs magiques de Python puisqu'on peut vraiment compacter le code. Et au lieu d'écrire 2 boucles for vraiment très étalées, eh ben, on peut utiliser ce qu'on appelle la compréhension d'une liste et compacter le code en une seule ligne. D'accord? Bon, juste, venez ici, au lieu de dataset, mettez df. Au lieu de dataset, mettez df. J'exécute. Donc, ça prend un peu de temps. Bon, il y a apparemment une question. On va construire un data frame indexé avec cet ensemble de mots. C'est beaucoup quand même. Manel Bouaziz dit-elle, oui Manel, en fait on va finir par un nombre de colonnes est égal à 1500, à 1505, 1550. Nous on va choisir 1500. Oui, on appelle ça the course towards high dimensions. Ah, malheureusement, hein, c'est une malédiction. La malédiction des grandes dimensions. Ah, on peut pas faire autrement. Malédiction de grandes dimensions. Ah, toi, tu es choqué. Manel, tu es choqué par le nombre des colonnes. Ben, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Voilà. Le NLP, c'est comme ça. Voilà. Enfin, dans une langue, par exemple, comme l'arabe, tu vas finir par 250 000 mots. Donc, si tu utilises la technique word to vect, tu vas finir par 300 000 colonnes. Enfin, la langue française aussi, c'est une langue riche, et la langue anglaise est moins riche que les deux. Voilà. Donc, finalement, quand j'applique cette boucle for, attention, hein, au lieu de dataset, mettez ici df. On va obtenir notre corpus. Regardez, donc notre corpus est une liste qui contient l'ensemble des phrases, mais vraiment nettoyées. Donc, je parle de corpus, enfin, selon le domaine, le corpus varie. Par exemple, en droit, on trouve beaucoup des termes qui réfèrent à des lois. Par exemple, en médecine, on trouve des termes médicaux. Je ne sais pas, moi, si toi tu travailles, par exemple, tu es en train d'analyser des données, des recommandations des clients d'un restaurant, donc tu vas trouver beaucoup de mots où il y a des repas et tout. Enfin, le corpus, le mot corpus, le terme corpus dépend vraiment du domaine.
dépend du domaine où tu vas analyser ton texte, où tu vas faire ton texte mining. Très bien. Donc c'est bon, là nous avons fini notre première partie de préparation. Donc je viens ici, j'écris création des creation of the bag of words. Donc l'idée ici, c'est de encodage des mots avec la technique Word to Vect. Il n'existe pas que ça, hein. C'est la technique la plus basique. Il existe en fait une autre technique. Il existe une autre technique qui s'appelle TF-IDF, si je me rappelle bien. TF-IDF. Et sinon, toi, tu peux utiliser du deep learning. Et tu peux utiliser le module BERT de Google. Hein. BERT, il y a XLNet. Bon. Puis, il y a un module basé sur BERT, mais qui fonctionne sur la langue française, qui s'appelle Roberta. Non, Roberta, c'est aussi en anglais. Mais le module français, ça s'appelle Camembert. Okay. On trouve le BERT, d'accord, de Google, et puis les Français ont ajouté juste cette partie. C'est un module qui permet de traiter de la langue française. Et pour l'anglais, tu peux utiliser BERT, Roberta. Il y a plein de techniques hein, pour encoder les mots. Donc on va revenir à scikit-learn, donc from scikit-learn, point feature extraction. Et dans feature extraction, je vais utiliser le sous-module texte et on va charger count vectorizer. D'accord? Count vectorizer, en fait, c'est une classe, hein, C majuscule. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier cette classe et voilà, donc CV, c'est attention ici, CV, c'est pas cross validation, hein, c'est count vectorizer. Et puis, je fais cv.fitTransform et j'applique fitTransform sur corpus. D'accord. Bon, je peux faire shift entrée. Tiens, j'obtiens en fait une matrice sparse. Un sparse matrix, c'est-à-dire une matrice creuse. Contenant plein de zéros. Déjà, regardez ici sur cet exemple. Si je prends, par exemple, He's in love, ou bien Wow, love place, nous avons déjà 2 zéros ici, enfin 3 zéros sur la première ligne et 2 zéros sur la deuxième ligne. Alors, imaginez maintenant avec 1565 mots. C'est énorme. Hein? Donc, Python, nous avons fait ça dans one-hot encoding. Rappelez-vous, hein, au début du semestre, quand nous avons encodé des variables qualitatives avec one-hot encoder. À cet égard, comment on fait pour transformer une matrice creuse en une vraie matrice? J'utilise la technique toArray. D'accord? Donc, je fais ça. Attention, hein, la matrice n'est pas nulle. Les 1 se trouvent à l'intérieur. D'accord? Donc, et je vais envoyer ça vers X. Voilà, donc voilà maintenant nos variables explicatives. Bon, je vous envoie le code. Oui, Asma, tu peux m'interrompre. Hein? Oui, Asma, dis-moi, il y a une question. Oui, Asma. صباح الخير مسيو. صباح الخير اسمع. حبيت مسيو معناتها نحن شنو ناخذوا كل مره كي يجينا داتا تكستويل ناخذوا اون فراز نصفوها ونريقلوها بعدين شي ناخذوا هاك الكود هذاك الكوربوس باش يعمل لنا معناتها على الداتا الكل يابليكوه لنا هكا. لي اسمع وي لا اسمع اسمعني اسمع انا راني ici j'ai travaillé phrase j'ai pris un exemple sur une phrase juste pour vous expliquer le principe. Hein. J'ai essayé juste de vous expliquer le principe sur une phrase. Mais toi tu vas écrire une boucle fort.
Toi, tu vas... هذا الأخراني كهو الكوربوس. Oui, 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 oui. Le corpus, d'accord. en fait, Asma, toi, tu peux pas fabriquer un corpus avec une seule phrase. Imagine, toi, tu travailles avec un avocat. Imagine, un autre jour, tu seras data scientist dans une banque d'investissement. On va te donner des contrats, plein de contrats, des milliers de contrats, sous format PDF, sous format Word. Et bien, toi, tu vas essayer d'analyser ces contrats. Enfin, ce sont des données textuelles. Les contrats, ce sont des données textuelles. Et bien, tu dois faire du text mining. Tu ne peux pas travailler sur une seule phrase et fabriquer un corpus avec une seule phrase. Non. Donc, le corpus, c'est l'ensemble vraiment de tous les documents nettoyés. C'est-à-dire, toi, tu vas prendre tous les documents, mais l'analyse sera plus compliquée. Avec un fichier PDF, tu vas faire ce qu'on appelle du parsing. N'oublie pas, un fichier PDF, c'est du XML, et codé XML. Une page web, c'est du HTML. Tu peux aussi trouver l'encodage XML dans une page web. Et vous êtes mieux placé que moi dans le développement web et tout. Donc, tu vas faire le parsing, tu vas charger la page web, puis tu vas parser, faire du parsing de la page web, du texte, et puis tu vas nettoyer. Le corpus final, c'est ça. Le corpus final, c'est le texte, vraiment tout le texte nettoyé. Bien sûr que toi, tu vas utiliser du boucle fort, hein. Mais tu peux vérifier, c'est-à-dire si ça va te faire plaisir, si ça va te faire plaisir, tu peux vérifier tweet par tweet ou bien phrase par phrase. Mais ça, juste c'est pour montrer le principe. Après, tu vas boucler, hein. Tu vas pas perdre ton temps. Voilà. C'est bon. Merci à vous. Marhaba. Ok, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions. Finalement, voilà donc notre X. Donc notre X, c'est une matrice qui contient 10 000 lignes, 10 000 lignes, c'est-à-dire 10 000 commentaires, 10 000 recommandations. Et nous avons 1565 colonnes. 1565 colonnes. Bon, on va vérifier. Peut-être je suis menteur, hein. Allez, on va vérifier. Je vais prendre la première ligne. D'accord ? Et je vais prendre toutes les colonnes. Enfin, j'obtiens un tableau, c'est compliqué. Allez, je vais faire ça. Je vais calculer la somme. Tiens, je trouve 3. Ah, ça vous rappelle quoi? Eh bien, notre phrase contient 3 mots. Ah, notre phrase contient 3 mots. Wow, love place. Eh bien, si toi, tu prends la première ligne de X, tu vas trouver, et tu fais la somme, tu vas trouver que des zéros sauf 3. Enfin, quelque part, il y a une colonne qui s'appelle wow, une colonne love, une colonne place. C'est clair? C'est clair. Donc, dans le code, en fait, moi, j'ai mis quand même, je suis venu ici et j'ai mis max features est égal à 1500, juste pour diminuer pour garder que les mots qui se répètent beaucoup. Bon, nous, si on va travailler par défaut, on va finir par 1565 mots différents. D'accord, j'espère que j'étais clair. Là, bon, je vous envoie quand même ce code car il est important. Et somme x0. Très bien. Donc voilà notre x. Maintenant, qu'est-ce que nous reste? Il nous reste à déterminer y. Donc pour y c'est quoi la variable cible? C'est df.iloc. Toutes les lignes, je prends toutes les lignes et je prends la dernière colonne. Voilà, je fais y, voilà y. 1, 0, 0, 0, 1. C'est bon. Donc maintenant, je suis content. J'ai mon x, enfin, la matrice rectangulaire, hein, notre fameuse matrice rectangulaire x avec 1565 colonnes, variable explicative et indépendante. Et j'ai y, ma variable cible. Maintenant, qu'est-ce que nous reste? J'ai x et y, c'est bon. Est-ce qu'on passe à la modélisation ou bien il existe une autre étape à faire avant de passer à la modélisation? Qui peut me dire? Rapidement, on ne va pas perdre du temps. Il existe en fait une autre étape avant de passer à la modélisation. Oui, Manel Baziz. En fait, ne dis pas train test à partir de oui, Bonir. Non, il faut dire échantillonnage aléatoire. Non, il faut dire random sampling. Et vous êtes 25, mettez-moi 25 pouces bleus.
Je rigole, je rigole. Il faut dire random sampling, d'accord? Échantillonnage aléatoire. Allez, je passe à l'échantillonnage aléatoire. Donc, je viens ici, j'écris échantillonnage aléatoire. Donc, from escalier point. L'échantillonnage aléatoire se trouve dans Model Selection. Model Selection, import, train split. Donc, je fais xtrain, xtest, ytrain, ytest égale train split. Je mets x, y, d'accord? Je lui dis test size. Bon, on va choisir 20%, 0,2. Et random state, on va prendre par exemple 0. Hein. On va prendre 0. Allez, on va prendre 1. Bon, j'exécute le code. Et ben, j'obtiens xtrain.shape. Même, je vérifie, hein, je fais ça à chaque fois, juste histoire de vérifier. Je viens ici, je mets test. Je viens ici, je regarde Y, je regarde test. Allez, regardez. Donc, sur 10 000, sur les 1000 lignes contenant des commentaires, enfin, les 1000 vecteurs, j'ai 800 vecteurs, 800 lignes dans l'entraînement, contenant 1565 colonnes, et j'ai 200 lignes pour le test. D'accord? Puis, je regarde Y-test, et ben, je remarque que Y-test commence par, bien sûr, si je mets random state égal à 1, commence par le client 507, puis 818, puis 452, et ainsi de suite. Mais ça, vous connaissez ça depuis longtemps. Hein. Donc, voilà le code. Allez, rapidement. Ah, maintenant, tout est prêt. Vous pouvez vérifier Y-test. Hein. Tout est prêt pour la modélisation. Donc, modélisation avec les algorithmes de classification. De la classification. B. Donc, je veux pas, enfin, maintenant, c'est bon, hein, fire over the watch, c'est-à-dire vous pouvez utiliser n'importe quel algorithme de classification. Aujourd'hui, je voudrais plutôt utiliser l'algorithme Naive Bayes. Donc, juste histoire de changer un peu. Comme ça, vous pouvez après vérifier. Je vais copier-coller ce bout de code. Donc, je lui dis from scikit-learn.naive Bayes, on va charger Gaussian MB. En fait, c'est un algorithme de classification basé sur le théorème de Bayes, c'est-à-dire des probabilités conditionnelles, P de A sachant B, et on utilise des densités de probabilité gaussiennes. Voilà. Donc, j'instancie Gaussian MB, donc classifier, et j'appelle la méthode fit sur x et y trait. Bon, j'exécute. Voilà, c'est bon, j'ai fini l'entraînement. Maintenant, il me reste quoi? Test, l'étape test. Donc, je lui dis ypred égale classifier.predict. Et je prédis sur xtest. Voilà. Maintenant, je peux comparer ypred à ytest. D'accord? Comme ça. Bon, sauf que ce n'est pas pratique. Hein. True, false. Je peux sommer tout ça, additionner ce vecteur. J'obtiens 137. Donc, j'ai 137 prédictions correctes sur 200. Pas mal, hein? Pas mal. C'est-à-dire, je n'ai pas encore fait vraiment j'ai pas encore réglé l'algorithme. Et il me permet quand même d'avoir 137 parmi 200. Donc, pour l'accuracy, je peux faire 137 sur 200. J'obtiens un accuracy de 68,5%. Enfin, pas beaucoup. On est supérieur à 50%, mais on n'arrive pas à 80%. Enfin, je vous pose une question facile. Que faire pour augmenter l'accuracy?
savez faire ça, appliquer des algorithmes ensemblistes et tout machin. Maintenant, on va quand même calculer la matrice de confusion. Donc, matrice de confusion, pour regarder les faux négatifs. Alors, from escalier point matrix chargé confusion matrix, d'accord? Donc je fais confusion matrix y test y pred, j'exécute et on obtient ça. Donc le 60 ici, ce sont les true positifs, c'est-à-dire les prédictions, c'est-à-dire les clients qui ont mis les clients qui ont aimé le restaurant, et l'algorithme, il a prédit que ces clients ont aimé le restaurant, ont bien aimé. 77, ce sont les true négatifs. Les clients ont mis 0 pour le restaurant. Enfin, on a interprété leurs commentaires comme 0, comme nul. Et l'algorithme a bien prédit. Puis j'ai 15. Le problème, c'est ces 15-là. C'est-à-dire, ce sont des clients qui n'ont pas aimé. Et nous, on a considéré que ces clients ont aimé, enfin, l'algorithme. Donc, ce sont des faux négatifs. Alors, le but, c'est de diminuer le nombre le nombre que se trouve ici, dans cette case. Car peut-être toi, tu vas te tromper, tu vas fournir des offres et des promotions à ces clients, alors qu'eux, ils n'aiment pas le restaurant, ils ne vont pas revenir. Et tu vas perdre ton argent. Voilà. Mais c'est techniquement, on a fini. Maintenant, sur de vraies données, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, sur une minute. Enfin, tu peux prendre en fait un nouveau commentaire. Tu peux choisir un nouveau commentaire. Vérifier. Avec triple quotes. Par exemple, tu peux écrire I hate this restaurant. D'accord? Donc, toi, tu as envie de savoir est-ce que l'algorithme va classifier correctement ce commentaire ou pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? I hate this restaurant. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vas aller utiliser CV. OK? CV. Donc, CV, je lui dis transform cette fois. Nouveau commentaire. Enfin, j'obtiens un message d'erreur. C'est tout à fait normal. Eh bien, pourquoi j'ai obtenu un message d'erreur ici? Je dois lui passer ça. Attendez. Je dois lui passer ça dans une liste. Est-ce que je dois lui passer ça dans une liste? Je pense que oui. Bon, si je lui passe ça dans une liste, il va aimer. Forcément, il va aimer. C'est-à-dire, je mets la phrase dans une structure et l'idée marche mieux. Hein. Il va plutôt aimer. Ça va, il a aimé. Il a aimé. Donc, c'est bon, j'ai réussi à transformer cette phrase en un vecteur avec les données d'entraînement. Maintenant, c'est une matrice sparse, une matrice creuse. Je fais to array. Je peux compter, hein, je peux faire sum. J'obtiens une matrice nulle. Je change l'axe. Je change d'axe, je fais axes égale à 1. Axes est égal à 0. Enfin, il n'y a pas d'axe. Vraiment, one argument. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce vecteur. Bon, moi, j'ai ce vecteur. Je vais l'appeler petit x. Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec cet x? Je vais utiliser classifier. Donc, classifier predict x. Et va regarder. Voilà, un exemple devant vous, en temps réel. J'ai pris en fait un commentaire. I hate this restaurant. I hate this restaurant. J'ai mis le commentaire entre deux crochets dans une liste. J'ai appliqué Word2Vect, notre modèle de Word2Vect, issu des données d'entraînement. CV, transform nouveau commentaire to array. J'ai obtenu mon X, vraiment une ligne contenant 1565 colonnes, la majorité c'est des zéros. Puis j'ai utilisé classifier
c'est un classifieur entraîné sur les données d'entraînement. Et j'ai utilisé la méthode predict. Eh bien, il me classifie I hate this restaurant comme 0. Ça veut dire que le client n'a pas aimé du tout. Voilà. Enfin, a priori, ça marche. Bon, ça marche. N'oubliez pas, je suis en train d'utiliser Naive Bayes. Peut-être si vous allez utiliser Random Forest, ça marche encore mieux. Ça va? Est-ce que c'est clair? Manière. Ah, Menel Boaziz, elle m'a dit pourquoi cet algorithme. En fait, juste j'ai envie de changer, car voilà, vous étudiez beaucoup de probabilités, vous êtes en train d'étudier beaucoup de probabilités pendant votre formation. Quand même, il est utile de travailler aussi avec des algorithmes probabilistes. Mais toi, tu peux utiliser Random Forest, arbre de décision, KNN, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, allez, maintenant, techniquement, le cours est fini. Enfin, le cours asynchrone. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'analyser des données textuelles et d'appliquer des algorithmes de classification. D'accord? Et ben, pendant l'après-midi, vous allez regarder deux vidéos sur ma chaîne YouTube qui traitent les règles d'association. D'accord? Et vous allez plutôt appliquer les techniques issues de l'apprentissage non supervisé. Bien sûr, sur deux applications très très utiles en retail business et en e-commerce. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, bon, je vais arrêter l'enregistrement. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions?